Ce chapitre introductif de géographie a une double vocation. D'abord, envisager le monde dans sa complexité. Ensuite, l'étudier à partir de cartes. Appréhender la complexité du monde revient à se poser des questions sur son organisation, sur les inégalités, sur la hiérarchie, sur les fractures, sur les liens. La réponse à ces questions doit être trouvée dans l'étude de cartes, outil principal de la géographie, mais qui demande une étude critique puisqu'une carte, c'est une représentation et donc une simplification. Ce chapitre nous invite donc à voir comment les cartes rendent compte de la complexité du monde et quelles en sont les limites. Il ne peut donner lieu qu'à un exercice type étude critique de documents au bac. Étudier une carte suppose d'avoir toujours présent à l'esprit l'idée qu'une carte est une construction et qu'elle est faite de choix. Son étude implique donc d'être attentif à toute une série de paramètres. D'abord, à sa source, qui peut être plus ou moins fiable. Ensuite, à sa date, qui peut être plus ou moins récente. Enfin, à son échelle. Dans le cas présent, l'échelle est mondiale. Elle peut être continentale, régionale ou nationale. La précision des données varie avec cette échelle. Il convient également d'étudier le choix de la projection. Le globe est projeté sur une surface plane selon deux méthodes principales. La première est appelée projection cylindrique. Le globe est projeté sur un cylindre que l'on déroule ensuite pour obtenir un planisphère cylindrique. Il en existe de nombreux exemples, comme la projection de Mercator, de Peters, etc. La deuxième méthode est appelée projection azimutale. Elle consiste à projeter le globe sur un plan à partir d'un point tangent. Lorsque ce point est le pôle, on obtient une projection polaire. Chacune des projections a pour effet de déformer et les angles et les distances. La projection polaire a pour intérêt de ne pas couper les océans, contrairement à la projection cylindrique. En revanche, les distances dans l'hémisphère sud sont largement amplifiées. La projection, qu'elle soit cylindrique ou azimutale, suppose aussi le choix d'un centre. Nous avons l'habitude d'avoir des planisphères centrés sur l'Europe et sur le méridien de Greenwich. En Amérique, les planisphères sont centrés sur le continent américain, tandis qu'en Australie, les hémisphères sont inversés et les cartes sont centrées sur l'Océanie. De la même façon, les projections azimutales sont la plupart du temps centrées sur le pôle Nord. On peut imaginer, comme dans le cas présent, de centrer la projection sur les îles d'Hawaï. Ainsi, tous les points, tous les espaces, tous les pays, tous les continents de la Terre peuvent se trouver au centre du monde. La métrique, c'est-à-dire la mesure et le traitement de la distance, peuvent être envisagés différemment, soit classiquement, soit par anamorphose. Ces trois cartes présentent une étude de la richesse dans le monde. Les deux premières par l'étude du PIB, la dernière par l'étude de la pauvreté dans le monde. Le PIB est ici représenté de façon classique avec une échelle définie à l'équateur. Ici, le PIB est représenté par des rectangles dont la surface varie en fonction de la grandeur du PIB. L'avantage de l'anamorphose est qu'elle met en évidence immédiatement les pays les plus riches et les plus pauvres. Dans ce dernier exemple, qui est un cartogramme forme d'anamorphose, c'est cette fois-ci la pauvreté dans le monde qui est représentée. Les pays sont proportionnels au nombre de personnes qui gagnent moins de 1 dollar par jour. Là aussi, les pays frappés par la grande pauvreté apparaissent immédiatement, tandis que les pays riches sont mis en évidence par leur disparition quasi totale de la carte.
Enfin, le cartographe fait des choix d'indicateurs, de figurés et de seuils. Prenons l'exemple de la représentation de la guerre dans le monde. En ce qui concerne les indicateurs, dans le premier cas, on étudie les conflits armés majeurs en cours en 2010. Dans le second, il ne s'agit plus de conflits armés, mais d'état de la paix, qui est qualifié de très élevé, très bas, etc. Les figurés diffèrent aussi. Dans le premier cas, seul un figuré de surface rouge a été choisi et s'oppose à des figurés marrons. Dans le second cas, on a aussi des figurés de surface, mais ils sont hiérarchisés par un dégradé de couleurs qui s'oppose. Enfin, la première carte a utilisé un seuil. En effet, elle ne représente que les conflits armés majeurs en cours en 2010. Tous les autres sont donc oubliés. Ces différents choix opérés présentent donc le monde en guerre en 2010 de façon tout à fait différente. À vous de les démontrer.